Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast À cœur ouvert avec Alex. Aujourd'hui, je suis très excité parce qu'on reçoit un neuropsychologue. Puis là, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Parce que moi, le psychologue, neuropsychologue, ça sonne bien bizarre dans ma tête. Fait qu'on va parler de l'enfant intérieur. C'est un sujet qui est revenu beaucoup, que vous m'avez demandé. Ceux qui sont abonnés à mon canal sur Instagram, beaucoup ont parlé de l'enfant intérieur. Ceux qui sont abonnés au Patreon aussi, on en parle. Alors aujourd'hui, Dr Mathieu Blanchet, bonjour. Hein, bonjour. Comment Mathieu, ça va? Ah, Mathieu, ça va. On peut s'en aller à Mathieu. On peut se soigner. Parfait. Eh bien, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de nous avant qu'on rentre dans notre sujet. Que tu nous parles un peu de toi, en fait. Oui. Ben, c'est ça. Dans le fond, je suis neuropsy. Ouais. Là, présentement, j'enseigne un peu plus. Là. Depuis 2019, je consacre la majeure partie de ma clinique, là, de ma pratique à l'enseignement. Donc, j'enseigne au Collège de Maisonneuve. Puis, depuis 2 ans, là, spécifiquement, plus aux techniques policières. Donc, il y a 2 cours obligatoires dans le parcours policier. Puis c'est moi qui donne ces 2 cours-là. Là. Donc, c'est ça parce que j'ai un background avant en psychiatrie légale. Ouais. J'ai travaillé beaucoup dans les centres jeunesse, à l'Institut Philippe Pinel, qui est un hôpital psychiatrique qui a changé de nom depuis. Là. Ah, ça porte plus le nom de Philippe Pinel? Bien, il y a encore le nom Philippe Pinel, mais comme on est le seul institut qui avait un mandat supra-régional, mais on peut plus s'appeler juste de Montréal. Donc là, c'est l'Institut national de psychiatrie légale. Wow, OK. Philippe Pinel, là, pour représenter un peu le mandat, parce que, mettons, dans l'unité où moi j'étais, j'avais les 13 femmes qui avaient le plus de difficultés, qui avaient commis des délits, là, mais du Canada. Donc, on recevait autant des femmes du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique et tout. Donc, c'était pas juste montréalais comme avant. Là. Ouais. Avant, c'était vraiment l'Institut de Montréal. Fait qu'ils l'ont changé pour mieux représenter le mandat qu'il y avait. Fait que, donc, c'est ça. J'ai toujours un peu été à mi-chemin avec le côté psy, neuropsy, puis le côté criminaux. Là. J'ai fait aussi une technique en délinquance là, qui s'appelle technique en intervention en criminologie. Là. Mais c'est ça. Fait que j'ai toujours œuvré là-dedans. Donc, quand je suis rentré au Collège de Maisonneuve, ça a comme été une suite logique là, quand on m'a offert de prendre les techniques policières. Ouais. Là, tu as dit beaucoup de choses intéressantes pour moi. Mais là, avant, parce que j'aimerais ça qu'on vienne un peu sur l'Institut Philippe Pinel. Oui. Je trouve ça super intéressant. Mais j'aimerais un peu qu'on sache la différence entre un psychologue et un neuropsychologue. Parce que moi-même, je me pose la question, fait qu'est-ce que c'est exactement? Bien, dans le fond, on fait partie du même ordre. On a la même formation de base. Donc, on fait le bac en psychologie. Ouais. On peut faire aussi un bac en neurosciences, là, si on sait vraiment qu'on s'en va en neuropsychologie. Mais l'ordre des psychologues va nous demander une même base. Donc, 42 crédits que tout le monde doit avoir. Donc, sur des méthodes d'évaluation, des méthodes de traitement, la déontologie, nécessairement, tout ça. Et là, après, on décide notre expertise. Donc, tu sais, il y a des psychologues qui décident d'aller en enfance, il y en a qui décident d'aller âge adulte, en psychologie médicale, là, donc de la santé. Puis, il y en a qui font de la neuropsychologie. Donc, c'est vraiment une branche parmi toutes les psys. Okay. C'est juste qu'on est les seuls qui ont un titre en avant. T'sais. Les autres s'appellent tous psychologues cliniciens, là, qu'ils soient scolaires, quoi que ce soit. Puis nous, c'est parce qu'on a un acte réservé différent qui est l'évaluation des troubles neuropsychologiques. Donc, c'est vraiment juste un neuropsychologue qui peut le faire depuis, là, je ne sais pas quelle année, là, je pense que c'est 2009 ou 2012. En tout cas, la loi a changé. Puis à partir de ce temps-là, c'est que les neuropsychologues, donc ils devaient créer un titre qui était réservé à ce moment-là. Mais on a une base, on a notre doctorat en psychologie, mais spécialisé dans l'évaluation et le traitement des troubles neurocognitifs. Puis moi, mettons, à la maison, si j'hésite entre aller consulter un psychologue ou un neuropsychologue, comment que moi, je sais que c'est plus un psychologue ou un neuropsychologue? La plupart du temps, vous allez aller consulter un psychologue. Ouais. Donc, tu sais, quand on a un mal-être, quand on va parler de santé mentale, dépression, ça, c'est vraiment le traitement là, est réservé. C'est l'expertise des psychologues là, comme tel. Nous, on est beaucoup plus, je vous dirais, dans l'évaluation diagnostique différentielle. On se retrouve plus dans les hôpitaux. Il y a 3 grandes branches de la neuro, là, si je peux le simplifier. Il y a tout ce qui est les troubles neurodéveloppementaux, donc il faut évaluer et diagnostiquer rapidement, donc TDAH, autisme, déficience intellectuelle, dyspraxie, troubles d'apprentissage, là, les dyslexies, dysorthographie, tout ça. Donc, dès le primaire, même un peu avant, pour être sûr qu'on puisse mettre en place les stratégies. Donc, ça, c'est tout ce qui est neurodéveloppemental. On se retrouve aussi dans tout ce qui est neuroacquis, donc commotion cérébrale, épilepsie. Donc, tu sais, on allait bien, il y a un événement qui fait en sorte que là, on a une atteinte cérébrale, tumeur, AVC, etc.
Et tout ce qui est neurodégénératif. Donc, les personnes plus âgées, les démences, accord de Lewy, Alzheimer, Parkinson. Fait que souvent, on va décider quelle spécialité qu'on a. Admettons, moi, le neurodégénératif, je pense que la dernière fois, j'ai parlé de ça ou j'en ai vu un, c'est dans mes cours il y a 10 ans. Là. Okay. Donc, c'est vraiment pas ma clientèle, c'est pas mon expertise. Moi, je suis plus dans tout ce qui est neuroacquis, neurodéveloppemental, surtout spécialisé, là, comme je disais, là, en psychiatrie, donc la consommation, la schizophrénie, l'impact que ça peut avoir, oui, TDAH, les troubles de personnalité, l'impact que ça peut avoir au quotidien. Mais je vous dirais que le plus gros de notre travail, c'est vraiment dans l'évaluation, puis dans le diagnostic différentiel. Donc, des fois, on va être référé justement par l'école qui disent on ne sait plus, la psychoéducatrice n'est plus sûre si c'est juste de l'anxiété, s'il n'y aurait pas un autre trouble derrière. La psychologue peut dire on suspecte peut-être de l'autisme, on ne sait pas, très léger. Donc, on vient vraiment plus ponctuel, évaluer, orienter, puis après, on va référer. On va dire, ben oui, il y a autisme, admettons. On recommanderait telle thérapie ou aller avec tel spécialiste en psychologie, en orthopédagogie, orthophonie, etc. Donc, on réfère aux autres par après. Très peu d'entre nous, ça va être plus dans les hôpitaux qu'on va faire aussi du traitement. Donc, remédiation cognitive. Donc, si jamais on a une mauvaise mémoire, on peut essayer de mettre en place certaines interventions pour améliorer cette mémoire-là ou ralentir le déclin cognitif. Donc, les personnes âgées, on ne peut pas traiter la démence. Donc, l'Alzheimer, Parkinson, c'est un peu pour ça que j'aime pas ça. Parce que quand on donne le diagnostic, tout ce qu'on peut faire, c'est le ralentir. Mais nécessairement, la maladie va prendre le dessus. Là, on n'a pas encore la technologie ou la science assez avancée pour arrêter un Alzheimer, admettons. Donc, on travaille beaucoup dans la remédiation cognitive. Donc, essayer de mettre des programmes pour ralentir ces déclins cognitifs-là. Mais je vous dirais, c'est une petite partie là, d'entre nous qui font ça. Puis c'est très ciblé, comme je vous dis, dans les hôpitaux, l'Institut de gériatrie, etc. Là. Wow! Puis est-ce que... Parce que, tu sais, je veux dire, c'est super intéressant. Là. Moi, la psychologie m'a toujours fasciné. Je trouve que c'est un domaine très, très intéressant. Mais est-ce que dès ton jeune âge, tu te dis, moi, je m'en vais en psychologie ou en neuropsychologue? Ou... Ben, de souvenir, non. Dans ma tête, ça n'a jamais été si clair. Mais à chaque fois que j'en parle, le monde était comme, ben oui, tu te souviens pas, tu lisais des livres à 14 ans. Puis on dirait que je m'en souviens pas. Ça faisait partie de mon quotidien. Mais il faut croire que oui. Il faut croire que je m'enlignais vers ça. Mais j'ai longtemps hésité. Tu sais, dans ma tête à moi, là, quand j'étais au cégep, j'ai longtemps hésité entre criminologue et psychologue. Puis pour moi, ça a été tout le temps quelque chose de déchirant. Tu sais, j'ai été inscrit à la maîtrise en criminaux. Je suis jamais allé, mais j'ai été inscrit à la maîtrise pendant comme 3 ans. Je renouvelais, là, j'étais au doctorat en psycho, puis j'étais comme, mais d'un coup que j'ai un petit peu de temps, ou d'un coup que... Je suis jamais allé finalement, mais même au doc en psycho, j'étais comme, il y a encore quelque chose qui m'interpelle vers la criminaux. Fait que quand les gens me disent, ben oui, quand t'étais jeune, tu disais que t'allais être psychologue, j'étais comme, j'ai pas de souvenir c'est de pas ça, mon vécu, en tout cas. Mon Dieu, c'est parce que pour moi, je trouve un psychologue, c'est quelque chose de tellement... Comment je pourrais dire? Je trouve qu'il y a des gens qui sont nés comme... Je vois ça un peu comme des gens qui sont infirmiers ou infirmières, des médecins. Tu sais, pour moi, c'est vraiment inné en toi. Il faut... C'est rare que les gens... moi, je vais devenir infirmier ou infirmière. Tu sais, je trouve que c'est quelque chose que tu dois aimer. Surtout, psychologue, c'est que tu échanges avec les gens, tu écoutes beaucoup les gens. Neuropsychologue aussi, même chose. Mais je me disais, est-ce que tu as tendance à tout le temps évaluer les gens maintenant? Ouais. Je dirais que non. Non? Je suis pas conscient. Tu sais, dans le sens, il y a la différence, là, puis c'est un peu ça aussi, entre les connaissances et comment on est. Donc, tu sais, oui, pour être un bon psychologue, il faut avoir beaucoup de ce qu'on appelle des savoir-être. Tu sais, c'est bien beau savoir faire des silences ou comprendre toutes les dynamiques. Si je suis pas capable de l'être avec toi ou qu'on réussisse à connecter, créer un lien, ça se passera pas. Hein? On sait qu'à peu près 70-75% de la réussite thérapeutique, c'est lié au lien que la personne a avec nous. Pour vrai? Nonobstant notre approche, là, je pourrais être le meilleur psychologue sur une problématique ciblée. Si ça clique pas, toi puis moi, je pars avec des bâtons dans les roues pour notre thérapie. Là, juste parce que entre nous, tu me fais pas confiance, il y a quelque chose qui brime le fait que tu vas t'ouvrir à moi, que tu vas oser t'ouvrir. Donc, tu sais, il y a un gros travail pour devenir psychologue ou neuropsy qui est dans le savoir-être, de faire des stages, de réussir à
absorber une souffrance que tu vas me donner, que tu vas me livrer, de pas juger, de pas être dans mes propres valeurs, mais d'essayer de comprendre ton vécu, etc. Fait que ça demande beaucoup d'efforts cognitifs. Ben oui. Puis au quotidien, j'ai pas cette énergie-là. Oh ouais. Quand on est en train de dîner, souper avec des amis au resto, je suis pas en mode là, faut que j'analyse, là, ah oui, ça a un rapport avec. C'est sûr qu'on a des référents plus rapides, on comprend peut-être des choses plus rapidement, mais c'est pas une thérapie où on est à 1 puis j'ai une concentration maximale. C'est pour ça qu'on peut pas faire 15 patients par jour. Là, on deviendrait complètement submergé. Fait que non, oui, si on parle, je suis capable de faire « Ah oui, telle affaire, ça me fait référence à... » Puis c'est vrai que tu es peut-être plus comme ça d'habitude, puis on va faire des liens avec la personnalité de la personne. Mais dans une conversation à proprement dite, je suis pas en train de suranalyser les personnes. Non, ça serait beaucoup trop lourd. Oui, ça serait difficile. Puis je me demandais aussi, est-ce que... Moi, ça t'a gêné ma question. Excuse-moi de l'anglicisme, est-ce que tu as comme une switch, tu sais, d'un peu laisser le travail au travail et maison? Parce que là, en plus, je sais que tu as des enfants, fait, d'être maison avec la famille, puis travail, tu sais, surtout avec... Parce que là, justement, tu as travaillé aussi à l'Institut Pinel. Tu sais, je dis, c'est des gros cas, là, c'est pas juste quelqu'un qui a un petit peu de stress, là. Fait que... Oui, il faut développer cette capacité-là. Je dirais qu'à l'Institut Philippe Pinel, c'était tellement des cas lourds ou gros que j'avais pas le choix à la maison d'étudier ou de retourner dans mes livres ou dans des études scientifiques parce que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est tellement des cas complexes que c'est pas juste une dépression typique, disons, ou sans comorbidité, sans autres troubles qui interfèrent. Là, on a des multitudes de traumas complexes, de victimisation avec des problématiques de santé mentale, de toxico, tout ça. Donc, ça devient plus complexe. Donc, c'est sûr que là, à la maison, j'en faisais un peu plus. D'où l'arrêt. Quand j'ai eu mes enfants, là, je trouvais que ça prenait peut-être trop de temps sur la place que je voulais prendre comme père. Je te dirais qu'actuellement, la chose la plus difficile, puis je pense que la plupart de mes collègues, quand on en parle, c'est ça aussi, c'est quand on a des enfants. On sait que c'est une mauvaise intervention qu'on vient de faire. Parce qu'on a la connaissance, puis on fait hey, moi, je suis payé pour faire du coaching, puis je suis payé pour dire des fois non, ça, faudrait... Mais quand on est dans le day-to-day, quand on est dans le quotidien, qu'il y a les émotions, que c'est notre propre enfant, à un moment donné, on en échappe comme tout le monde. Hein? Fait que ça vient relativiser aussi quand on fait notre coaching avec les autres, de dire hey, c'est correct. Puis j'ai toujours dit la beauté de travailler avec un humain, c'est qu'on peut se reprendre. Le lendemain, quand mon gars il se relève ou ma fille se relève, puis j'ai mal fait une intervention, ben je vais lui montrer le côté où je perds pas la face à m'excuser, je suis capable de reprendre, je suis capable de reconnaître que j'ai tort, puis je suis capable de m'engager à autre chose. Puis ça aussi, c'est un apprentissage qu'on doit donner à nos enfants. C'est pas vrai qu'on chicane, on arrête ça, on se met la tête dans le sable, puis demain matin, on repasse à autre chose. Fait que souvent, c'est ça la beauté de travailler avec les êtres humains, c'est de dire hey, là, papa, là, il l'a pas eu. Je m'excuse, j'aurais pas dû dire ça. Je me suis fâché trop vite. Je comprends que tu voulais me montrer ça, j'étais dans autre chose, je m'excuse, on va prendre notre temps, puis la prochaine fois, puis là, on trouve une solution pour la prochaine fois. Mais c'est ça qui est le plus difficile. Enlever notre switch parce que la culpabilité embarque. Déjà, comme parents, on vit beaucoup de culpabilité. Ben oui, c'est sûr. Quand en plus, on sait clairement que cliniquement, ce qu'on a fait, c'était pas la meilleure chose. Ça rajoute. Mais c'est ça, c'est un équilibre, c'est avec ma femme. Tu sais, c'est la beauté d'être un partenaire, d'avoir un partenariat, là, mais ma femme vient relativiser certaines choses, de dire hey, je sais que c'était pas la meilleure, puis que là, ta tête roule, mais laisse aller, puis ça va bien aller. Là, Est-ce que tu ressens un peu une pression avec tes enfants dû au fait que tu es neuropsychologue de, entre guillemets, tout le temps les comprendre? Je pense que la pression, c'est moi-même qui va m'adonner. Oui, je la ressens pas des autres. Puis mon entourage est vraiment accueillant là-dedans aussi. Là, ils me demandent pas la perfection, ils me demandent pas non plus de tout comprendre. C'est sûr que quand ils ont des questions par rapport à leurs propres enfants ou quoi que ce soit, ça me fait plaisir de discuter, de dire pour la discipline, c'est peut-être mieux ça ou quoi. Mais je pense que c'est juste moi-même, dans le désir de vouloir offrir le meilleur aux enfants, comme n'importe quel père ou mère. Là. C'est ça. C'est juste qu'il y a des fois des notions qu'on sait un peu plus, que là, on fait c'est ça qu'il faudrait, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas les sous, j'ai pas le temps, j'ai pas n'importe quoi. Que là, il y a le côté culpabilité qui embarque. Mais tout ça est gérable. Là. Je suis pas à plaindre. C'est ça. J'ai des bons enfants aussi. C'est eux qui m'aident. J'aimerais aussi, je sais que c'est vraiment pas un sujet, mais j'aimerais un peu qu'on parle de l'Institut Philippe Pinel. Parce que, je trouve, malheureusement, les gens ont un certain jugement quand on parle de cet institut-là.
Fait que j'aimerais un peu qu'on en parle, comment tu as trouvé ton expérience. C'est les gens qui sont à l'Institut Philippe-Pinel, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont. Je trouve que j'ai entendu beaucoup de choses. C'est des ci, c'est des ça. Fait que j'aimerais un peu normaliser ça. Là. Mais dans le fond, moi, c'est mon un bel anglicisme, là, mais c'est mon dream job. Ça a été c'était ça que je voulais quand je l'ai eu. J'ai postulé 4 fois pour faire mes internats-là. C'était la 4e fois seulement que je l'ai eu. Wow. Puis j'ai été engagé à la mi-parcours de mon stage, là, mon internat. Fait que non, j'étais aux anges. Là. C'était vraiment la job que je voulais, la clientèle que j'aimais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plusieurs mandats, mais règle générale, on reçoit des gens qui ont commis un délit, qui sont atteints de santé mentale. Donc, dépendamment de l'unité dans laquelle on est, il y a des unités qui vont évaluer. Donc, pour la cour, est-ce qu'ils sont criminellement responsables? Est-ce qu'ils sont aptes à faire leur procès? Donc, criminellement responsable, c'est quand j'ai commis le délit, est-ce que j'étais capable de faire la différence entre le bien et le mal? Donc, si j'étais pas capable, j'étais déconnecté à la réalité, j'étais trop envahi, puis je faisais pas la différence avec le mal. Puis le bien, ben là, on va être non criminellement responsable pour cause de troubles de santé mentale. Et sinon, il y a l'aptitude. L'aptitude au procès, c'est est-ce que je comprends dans quoi je m'embarque? Est-ce que je comprends qu'il va y avoir un individu qu'on appelle un juge qui, lui, va décider de mon sort, puis qu'on va te donner un autre individu qui, lui, s'appelle un avocat, mais qui a le même titre que l'autre, qui est, lui, un avocat, mais qui veut, toi, t'incarcérer. Lui, c'est un avocat qui veut te protéger. Fait qu'il y a des gens autistes, déficients intellectuels, qui sont déconnectés à la réalité, qui n'ont pas l'aptitude à comprendre dans quoi ils s'embarquent. Et c'est pour ça que des fois, à la télé ou dans des podcasts, on va voir des gens là, qui vont crier au juge, ils comprennent pas ce qui se passe, donc ils vont réagir, c'est pas les aider. Puis, légalement, les avocats vont vous dire, on a le droit à une défense qui est pleine et entière. Donc, pour avoir une défense pleine et entière, je dois être en mesure de comprendre ce qui va m'arriver si je crie ou quoi que ce soit. Donc ça, souvent, c'est temporaire, dans le sens où on peut être pas apte à suivre un procès pendant 1 mois, 2 mois, avec la médication, le traitement, finalement, ou juste en te l'expliquant si on est déficient intellectuel, on vient à comprendre les enjeux. Une fois qu'on comprend les enjeux, on s'en va au tribunal, puis là, on fait une vraie sentence. Criminellement responsable, c'est qu'on reconnaît qu'au moment de l'acte, donc pas 3 mois plus tard, hein, quand maintenant, surtout avec les procès, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Fait que des fois, les personnes sont reconnectées à la réalité. Des fois, ils vont très bien puis ils comprennent très bien le bien et le mal, mais au moment de leur geste, ils le comprenaient pas. Donc, il y a les 3 unités, je pense que ce sont 2 ou 3 unités à l'Institut Philippe-Pinel, font cette évaluation-là d'aptitude et de criminellement responsable, là. Sinon, les autres, c'est des unités de traitement. Donc, c'est des gens qui ont eu un délit, qui ont commis un délit, ils ont eu une sentence et là, ils ont besoin d'être réhabilités, ils ont besoin de traitement, mais dû à leur trouble de santé mentale, ne rentrent pas dans un pénitencier ou une prison dite normale. Donc, nous, à l'Institut Philippe, souvent, ce qu'on va dire, c'est physiquement, on est une prison. Tu sais, tu peux pas rentrer comme tu veux, c'est pas comme un hôpital. Donc, quand tu rentres, il y a des agents de sécurité, il y a un sas, tu peux pas quitter ou rentrer. Donc, pour rentrer, il faut que tu rentres la première porte, t'attends que les portes se ferment, que les autres portes rentrent, etc. Les unités, on appelle ça des unités, mais physiquement, c'est des ailes de prison. Là, je veux dire, c'est des portes métalliques qui vont se fermer. C'est un commis qui doit peser sur des boutons pour qu'il puisse sortir, rentrer. C'est pas comme une chambre d'hôpital, nécessairement. Mais on est staffé comme un hôpital. Donc, on a des infirmiers, des psychoéducateurs, un psychiatre, un psychologue, des criminologues qui vont être là pour les aider au quotidien, faire la thérapie avec eux. Donc, c'est vraiment à mi-chemin entre les deux. Donc, il faut avoir commis un délit, puis il faut avoir un trouble de santé mentale. Wow. Là, il y a des unités qui sont spécialisées pour la schizophrénie, mais elles ne sont pas toutes schizophrènes. Là. Ils n'ont pas toutes des troubles délirants non plus. Il y en a que c'est à cause de dépression, il y en a que c'est à cause des troubles de personnalité, etc. Donc, chaque unité a un peu son expertise. Là. Ouais. Wow, OK. Là, moi, j'ai juste une question. Ben, en fait, j'en ai plusieurs, mais là, tu viens de dire beaucoup de choses que je trouve super intéressant. Quand tu as dit, au moment de l'acte, il y en a qui ne sont pas conscients, entre guillemets, de ce qui vient de se passer. Moi, j'aimerais beaucoup comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans le cerveau pour que le cerveau, je m'excuse de mon anglicisme, mais qui shut down, qui est comme plus conscient. C'est quoi qui arrive dans notre cerveau quand il y a des gens qui font ça? Ça arrivait souvent, je trouve qu'on voit des gens qui, justement, ils s'en vont au procès, finalement, ils ne sont pas accusés parce qu'ils disent qu'au moment de l'acte, c'était pas eux qui avaient, entre guillemets, contrôle de leur corps. Comment ça fonctionne? Mais
Dans le fond, on ne sait pas encore, dépendamment de la pathologie. Ouais. Je vais donner l'exemple le plus typique, là, c'est, admettons, la schizophrénie. Ouais. Quand on est pris dans une hallucination, qu'elle soit auditive, visuelle, ou qu'on est pris dans un délire. Il y a beaucoup de troubles délirants là, dans la schizophrénie ou de délire, puis la personne est convaincue que tu me veux du mal. Ouais. La personne est convaincue, là, c'est un délire de persécution, il est convaincu que tu fais par exprès pour que je perde mon emploi, que je perde ma femme, puis tu me veux vraiment du mal. Mais cette conviction-là va faire en sorte que je vais avoir une altercation avec toi. Souvent, on va penser que les gens à l'Institut Philippe Pinel, il faut absolument qu'ils aient tué ou violé. Là. Ouais. C'est pas vrai. Là. Il y en a que c'est des voies de fait. Je veux pas diminuer l'acte. Là. Ça reste un acte criminel. Mais on n'est pas tous dans les gros meurtres sadiques, meurtres tueurs en série ou quoi que ce soit. Là. Donc, on va pouvoir avoir une altercation. Je vais pouvoir te frapper. Je peux te poursuivre en voiture, etc. Donc, là, moi, j'ai l'impression que je me défendais. T'étais en train de m'agresser, t'étais en train de vouloir m'enlever ma femme, me faire perdre. Donc, j'avais un devoir de répondre, comprenez? Fait que c'est ça qu'on va aller évaluer. Au moment de l'acte, est-ce que tu tentais de te défendre? Est-ce que tu étais pris dans ton délire? Ou tu étais conscient que tu allais frapper quelqu'un d'autre juste parce que tu l'aimais pas, parce que, ça allait mal entre toi et lui, que vous aviez un conflit parce qu'il aimait ta blonde? Ça va au-delà de ça, un délire. Puis c'est ça qu'on doit évaluer. On doit évaluer, est-ce qu'on est face à un délire? Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui est déconnecté de la réalité? Ou on est juste face à quelqu'un qui gère mal ses émotions, qui a vécu un trigger, puis qui a fait un passage à l'acte, qui a fait un acting out. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut aller évaluer. Mais, contrairement à ce que les gens pensent, quand on a une sentence de non criminellement responsable, c'est vrai qu'on ne va pas en pénitencier, mais on ne retourne pas à la maison. Non. Les gens sont quand même jugés, puis ils doivent, là, ils sont soit référés à l'Institut Philippe Pinel, à Louis H., quoi que ce soit. Puis la grosse différence, c'est que si toi, tu me frappes, puis tu as 6 mois de prison, bien, au bout de 6 mois, tu peux bien dire, moi, je le referais, puis Mathieu, c'est un pourri, puis je l'aime pas, puis tant mieux pour lui, puis zéro regretter ce que tu as fait. Tu vas sortir parce que le juge t'a donné 6 mois. Okay? Il ne peut pas rajouter parce que tu n'as pas eu l'introspection. Quand on est non criminellement responsable, tant et si longtemps que tu n'as pas eu cette introspection-là ou tu ne progresses pas, tu ne sortiras pas. Donc, les gens qui ont le pouvoir, entre guillemets, de te faire sortir, c'est l'évaluation médicale. C'est le psychiatre qui te suit qui va dire, bien, sais-tu quoi, après 6 mois, normalement, tu aurais eu 6 mois si tu avais été criminellement responsable. Hein? Tu m'aurais frappé, 6 mois, tu t'en vas. Là, tu es non criminellement responsable, ça fait 6 mois, mais je suis pas prêt à te laisser sortir parce que tu n'as pas assez cheminé, parce que tu regrettes pas, tu le comprends pas, tu referas encore les mêmes choses, tu es encore envahi par tes pensées. Donc, on ne laissera pas la personne ressortir. Donc, des fois, ça peut durer plus longtemps. Puis, c'est sûr que dans les cas médiatisés où il y a des meurtres et tout ça, que normalement, il aurait fait 25 ans, bien, des fois, ça peut être un moins. Il va avoir fait 10, 12, mais il va avoir fait 10, 12 en thérapie, en progressant, en mentalisant puis comprenant mieux sa problématique que 25 ans où il peut faire juste du temps, entre guillemets, où on n'évalue pas, bien, on l'évalue quand en commission de délibération conditionnelle, mais pas autant que quand on est non criminellement responsable. Donc, il y a quand même un fardeau à faire, un plaidoirie de non criminellement responsable. Là. Puis je voulais dire, est-ce que... en fait, oh mon Dieu, c'est tellement intéressant tout ça. Je sais, c'est pas dans notre sujet encore. On y arrive, les amis, je vous promets. Mais là, ça, c'est super intéressant. Aussi, comment vous faites pour ramener ces gens-là dans la position à savoir s'ils déliraient ou s'ils étaient vraiment là, conscients à 100%? Parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, des fois, c'est 6 mois plus tard qu'ils sont jugés ou, tu sais, 1 an. Est-ce que vous les ramenez dans cette situation-là? Comment vous faites? Non. Bien, souvent, l'évaluation, quand elle est ordonnée, on a 30 jours pour la faire. Je ne mentirais pas, il y a beaucoup de travail qui est d'archivage là, et de lecture de dossiers. Donc, la personne, quand elle a été arrêtée, ben nous, on va revisionner tous ses interrogatoires. Souvent, ils vont être hospitalisés parce qu'ils vont être déconnectés à la réalité. Fait que là, on a un médecin, un urgentiste qui a évalué, qui lui a prescrit un antipsychotique. Donc, on fait l'évaluation. Puis après, on ne peut jamais être sûr à 100%. Donc, on va dire que c'était fort probable qu'il était en crise maniaque, qu'il était, parce qu'il est bipolaire. Puis on va y aller avec c'est connu que dans la bipolarité, dans les phases maniaques, il peut avoir des connexions, puis il peut avoir hallucinations. Donc, c'était probablement ça. C'est concordant avec un portrait typique. C'est concordant quand on l'a évalué, quand on a regardé son interrogatoire, on voyait bien qu'il n'était pas connecté à la réalité, il ne répondait pas aux questions adéquatement, il faisait ce qu'on appelle une logorée, là.
passer d'un sujet à l'autre. Il y avait un comportement désorganisé ou un discours désorganisé. Donc, on va utiliser les symptômes tout autour. Wow. Mais on peut le faire si on a du matériel à ce moment-là. Ouais. C'est sûr que si la personne n'a pas été hospitalisée, puis n'a pas été d'interrogatoire ou quoi que ce soit, puis c'est 2 semaines plus tard, c'est plus difficile pour le travail clinique d'aller évaluer ça. Puis, tu sais, nous, comme cliniciens, on n'est pas avocats. Moi, que tu sois non criminellement responsable ou pas, ça change pas fait que tu as besoin de thérapie, tu as besoin d'être traité. Fait que, tu sais, notre focus est un peu différent. Fait que oui, on a le mandat de l'évaluer. Oui, on va le faire avec le matériel qu'on a. Si on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, mais on n'est pas garant de la sentence ou du verdict après. On va amener notre éclairage. Si on le sait pas, on le sait pas. Si c'est ambivalent puis c'est pas clair, bien, ça sera aux avocats de faire leur travail puis de le faire déclarer ou pas. Mais je vous dirais, la plupart du temps, c'est assez succinct, là, le temps qui se passe. Là, c'est sûr que la personne s'était déconnectée à la réalité ou était intoxiquée par une certaine drogue. Bien, habituellement, il a été hospitalisé, il a été arrêté rapidement. C'est pas les gros masterminds comme on pense de tueurs en série que ça fait 25 ans qu'on court après. Il y en a, là, mais c'est pas ça la majorité. Là. La majorité, c'est quelqu'un intoxiqué après avoir pris de la drogue, qui est rentré dans un autobus, qui a frappé un passager. L'agent de sécurité l'a mis à terre, il est arrêté. Les policiers se rendent compte qu'il est complètement intoxiqué, l'emmènent à l'hôpital. Puis là, on a plein d'observations de professionnels, de policiers qui ont fait l'arrestation. Puis on a plein d'observation médicale aussi. Là, on a dû donner telle prescription, il avait consommé telle chose. Fait que souvent, il y a des choses qui sont un peu plus simples. Là. On n'est pas dans les gros cas complexes. Ouais. Mais c'est ça le défi, c'est de trouver qu'à la seconde même où il a commis le délit, la personne était déconnectée et ne savait plus le bien ou le mal. Là. Ouais. C'est tellement intéressant, ça, par exemple. Même pour toi, ça devait être passionnant là, de travailler dans ça. Ah oui, moi, c'était mon objectif quand j'ai commencé. Ça met la psycho et la criminologie. Puis moi qui ai tout le temps hésité entre les deux, c'était vraiment le travail que je voulais. C'est sûr, ça, tu disais, c'est mon dream job, avec raison. C'était exactement... Wow! C'est super stimulant au plan intellectuel. Puis, je veux dire... Les équipes qui sont là, c'est la crème de la crème. C'est une équipe multi. C'est des cas tellement complexes que c'est pas rien que moi qui faisais ça. Là. Fallait qu'on se parle. Des fois, on se creusait la tête à 3-4 intervenants. Fait que non, c'était hyper stimulant. Puis, au niveau cerveau humain, est-ce que tu dirais que... là, j'ai peut-être l'air de catégoriser les gens, mais c'est pas nécessairement ça que je veux dire. Mais, tu sais, mettons des gens qui sont schizophrènes, des gens qui sont bipolaires, des gens, mettons, qui sont autistes. Est-ce que c'est un peu le même, quand je pourrais dire, c'est-tu un peu le même frame? Tu sais, mettons, une fois que tu as vu un schizophrène, est-ce que tu peux facilement dire après ça, c'est un schizophrène, ça, c'est un schizophrène, ou il y a plusieurs types aussi de schizophrénie? Il y a plusieurs types. Par contre, les critères sont assez clairs. Surtout la schizophrénie, là, on sait l'évolution à partir de 15 ans. On sait qu'il y a une phase qui est prémorbide qu'on appelle, 0-15 ans, qui est tout à fait normale. À partir de 15 ans, on tombe dans un prodrome. Donc, on voit les débuts de symptômes là, de schizophrénie qui durent environ 5 ans. Puis vers 20 ans, c'est là qu'on a les premières hallucinations. Là, ce qu'on appelle des symptômes positifs. Il y a 4-5 types de symptômes positifs. Les plus connus là, dans la psychologie populaire, là, c'est l'hallucination ou le délire, là, mais il y en a d'autres. Puis c'est ça suit quand même un parcours assez clair. On sait que ce qui déclenche la schizophrénie chez les porteurs, c'est beaucoup le stress et la consommation. Donc, souvent, on a un portrait typique. Ce qui empêche des fois le diagnostic, c'est la durée. Il faut que ça dure assez longtemps. Il faut être sûr que c'est pas une bipolarité, justement, avec une manie. C'est pas juste un trouble délirant où quelqu'un a consommé, admettons. Fait que c'est ce diagnostic différentiel-là. Admettons, pour la schizophrénie, il faut que ça prenne au moins 6 mois. Que là, il y a eu hallucination, il y a eu les effets négatifs aussi, les symptômes négatifs. Mais je veux dire, c'est un portrait typique. On sait que pour une schizophrénie, il faut attendre au moins 6 mois ou il faut reculer 6 mois plus tard pour voir s'il y avait des symptômes à ce moment-là. Mais chaque trouble, je veux dire, séparé, est assez bien connu en psycho. Ce qui complexifie, c'est quand il y a un individu. Rien n'empêche qu'un schizophrène peut être bipolaire aussi ou qu'un schizophrène peut avoir une dépression.
On va dire, fait que là, quand c'est ce qu'on appelle de la comorbidité, des troubles comorbides, ça veut dire qu'on a plusieurs troubles. Mais à l'Institut Philippe Pinel, on avait des gens qui étaient victimisés depuis qu'ils étaient enfants, maltraités, ils ont commis des délits, ils consomment, ils ont une dépression postpartum, ils ont une schizophrénie. Fait qu'on commence à avoir 5-6 diagnostics différents, puis c'est là la complexité de l'Institut. Qu'est-ce qu'on traite en premier? Tu sais, les psychiatres font un travail extraordinaire aussi au niveau de la médication, parce qu'il y a une médication pour traiter ça, mais là, ça fait un effet secondaire, puis là, il faut une autre médic. Puis, fait, c'est pour ça qu'il faut une prise en charge qui est complète, autant psychologique qu'avec le médecin, le psychiatre, que les infirmiers, infirmières, que le day-to-day, le quotidien avec les psychoéducateurs, les éducateurs spécialisés. Donc, il faut vraiment être plusieurs autour pour bien le comprendre, bien le cibler, puis dans le but de l'aider, là, pour qu'il puisse retourner en société puis être utile à la société. Là. Parce que le but ultime, c'est de ramener justement les gens en société. Puis toujours. Dans notre code criminel, il y a la protection du public qui est le numéro 1, mais après, c'est qu'il retourne dans la société, qu'il puisse être utile, qu'il peut être réhabilité. Là. Si on ne croit pas à la réhabilitation, on ne peut pas travailler dans ce domaine-là. Ben non, c'est ça. Ouais. Bon, là, j'en parlais pendant 3 heures, parce que je trouve ça vraiment fascinant. Mais là, il faut qu'on parle de l'enfant intérieur. C'est notre sujet. Qu'est-ce que c'est ce concept-là exactement? Ben en fait, je pense que tu le dis bien, là, c'est un concept. Okay. C'est pas un vrai enfant, là. C'est une métaphore pour parler d'une partie de nous qui a des désirs, des envies, qu'on a un peu avec l'âge adulte renfrein. T'sais. Les premiers créateurs, dans le fond, ils se sont rendus compte que dans tous nos contes, les mythologies ou quoi que ce soit, il y a souvent des enfants dieux ou des enfants héros qui viennent sauver la planète. Pensons à Hercule, admettons, qui est l'enfant d'un dieu. Puis là, il s'est venu à penser, à se dire, ben pourquoi les enfants ont cette habileté-là dans la mythologie ou dans nos contes. Puis il s'est rendu compte que c'est eux qui sont les plus créatifs, qui sont ouverts aux autres, à des nouvelles stratégies. Puis c'est qu'avec l'âge adulte, on aurait tendance à bloquer ce discours-là intérieur. Donc, d'où la métaphore de dire, il y a un enfant à l'intérieur de nous qui nous dit « Moi, j'aimerais ça essayer ça. Moi, j'aimerais ça tel projet. Pourquoi on ne se lancerait pas dans ça? » Et c'est l'adulte qui dit « Non, par souci financier, il faut que je fasse ça. Non, les gens pourraient me juger. Non, je ne veux pas faire ça d'un coup que. » Et ça serait les paramètres plus adultes de la réflexion qui viendraient un peu brimer cet enfant-là. Et donc, la thérapie, quand on dit on veut s'adresser à l'enfant intérieur, c'est de dire, c'est quoi tes désirs? C'est quoi ton rêve ultime, que tu n'oses pas t'avouer à toi-même, ou pourquoi tu vas vers ça? T'sais, pourquoi tu continues à aller, à travailler dans ça? Qu'est-ce que tu vas aller rechercher? La valorisation? Bon, puis souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on traîne certaines blessures ou traumas là, qui datent de notre enfance. T'sais, avec nos premières relations, que ce soit nos parents, nos amis, notre premier chum, blonde, quoi que ce soit, il y a eu blessure, il y a eu traumatisme qui poursuit dans le temps. Et donc, c'est ça. Donc, de dire, il y a certains comportements qu'on a comme adultes qui seraient liés à cet enfant-là, qui dit « Moi, j'ai peur de me blesser, fait qu'agis comme ça. » Ou « Moi, je voudrais ça, puis là, l'adulte va venir le brimer. » Donc, c'est de avoir une connexion avec toi-même, avec tes vrais désirs, ton vrai toi, entre guillemets. Puis c'est plus facile à comprendre quand on y donne un nom ou l'extérioriser. Donc, de dire que c'est un enfant intérieur, de dire qu'il y a une partie de soi, mais en thérapie, qu'on l'appelle enfant intérieur ou quels sont tes vrais désirs ou je veux comment t'améliorer toi, t'actualiser. On parle tout de la même chose, c'est-à-dire toi, c'est quoi, sans barrière, sans, renfreins-toi pas, aie pas peur de rien. Dis-moi, toi, ce que tu veux réellement. Puis on va adresser ça. Comment on peut y arriver? Puis d'où ça vient? Pourquoi tu veux ça? Absolument. Puis souvent, c'est là qu'on va voir les événements marquants un peu. Pas nécessairement traumatisants, pas nécessairement des blessures, mais des moments marquants, charnières de notre enfance qui forment qui nous sommes maintenant comme adultes. Wow! Fait qu'on pourrait quasiment dire que notre enfant intérieur est un peu comme notre côté naïf, notre côté où est-ce que tout est beau, tout est... Oui, c'est d'être émerveillé par le monde. Moi, j'ai un petit gars, là, 4 ans, puis une petite fille, 6 ans. Bon, je devrais pas dire petit, là. Mais, puis c'est ça, je veux dire, en fin de semaine dernière, je suis allé explorer pour la première fois avec eux la nature, puis attraper des bébites. Puis là, on les met dans des pots. Puis je veux dire, j'ai fait ça toute mon enfance, mais j'avais oublié à quel point c'était fascinant. On a regardé une libellule à travers une loupe. Mes enfants étaient complètement émerveillés. Les couleurs, les yeux, puis ça. Puis c'est ce côté émerveillement-là, ce côté
quotidien. Allons chercher quelque chose de banal de notre quotidien. Pourquoi on ne se permet pas ça? Pourquoi j'ai pas fait ça sans enfant? Je veux dire, j'ai été un adulte pendant 10-15 ans sans avoir d'enfant. Pourquoi je ne suis pas allé à la chasse? Aux libellules. Pourquoi je ne suis pas allé encore éduquer des grenouilles? Je faisais ça là, tout le temps. Là, quand j'étais jeune, là, prendre des grenouilles et essayer de les faire sauter. Fait que, pourquoi j'ai perdu ce goût-là envers la nature, envers ma curiosité sur le corps humain, sur les animaux. Puis c'est un peu ça, c'est d'aller retrouver cette naïveté-là, cet émerveillement-là, ce bonheur un peu plus, je veux dire, gratuit, tu sais, quand tout est beau, quand il n'y a plus de stress, puis d'essayer de le réactiver, mais version adulte. Là. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on perd cet émerveillement-là en vieillissant? C'est une bonne question. Il y a quelque chose de sociétal aussi. Il y a quelque chose c'est un peu là que je voulais aller. Je pense, je ne suis pas sociologue, mais il y a quelque chose dans la pression des autres. On est aussi en ce moment dans un retour de balancier. On était très dans faut être productif. On parle souvent de la génération, les milléniaux, là, qui avant, nous, on disait c'est un job, tu gardes 35 ans, puis le but, c'est de l'argent. Puis eux sont comme moi, je veux travailler juste 3 jours, 4 jours semaine, je préfère ma qualité de vie. Puis on est dans ce retour de balancier-là, de dire, ben on met moins de pression pour la réussite puis pour la performance, un peu plus sur la qualité, mais c'est ça, on est encore dans le paraître beaucoup. Il faut performer, il faut être riche, il faut être connu, il faut avoir une belle vie. Donc, il y a une pression qui est probablement sociétale dans les valeurs de la société. Il y a quelque chose aussi de très concret qu'il faut manger. Là. Les enfants n'ont pas le stress d'avoir de l'argent, un logement. Donc, il y a des fois où j'ai pas le temps le soir, où je suis fatigué parce que j'ai eu une journée, parce que j'ai dû travailler. On le perd un peu à cause de ça. Là où on ne devrait pas le perdre, c'est dans nos relations. T'sais, nos relations amicales, nos relations amoureuses, donc, ou nos relations avec nos parents. Donc, là, il n'y a rien de sociétal qui va dire tu dois être comme ça ou tu dois agir de telle manière. Là, c'est vraiment ton enfant intérieur puis ses blessures qui vont dire dis pas ça d'un coup qu'elle t'abandonne, dis pas ça d'un coup qu'elle t'aime pas la personne ou vice-versa. Puis là, ça vient des événements qu'on a vécus dans notre enfance. Puis c'est là où en thérapie, nous, on veut arriver, de dire, ben parle à ton enfant intérieur puis va voir, il a eu peur de quoi, lui? Ben c'est ma première rupture à 15 ans, je sortais avec telle personne, puis là, elle m'a fait sentir de telle manière, puis je veux pas retourner dans ce sentiment-là. Les autres ont ri de moi, ou ça s'est mal fini, ou même des fois, c'est j'ai pas aimé, moi, comment j'ai mis fin à la relation. T'sais, moi, je savais pas comment mettre fin à une relation. J'étais allé un peu, je vais prendre un exemple, admettons, moi, plus masculin, j'étais allé un peu plus cocky, j'ai eu moins de considération pour la personne, puis je me sens mal de ça. Fait que là, j'ai peur de blesser les gens. J'ai peur de refaire vivre à quelqu'un ça. Là, ça va jouer dans toutes nos relations, autant notre collègue, notre supérieur, Bon. Puis c'est un peu ce discours-là qu'on veut aller chercher. Et où ta blessure? Et où ton trauma? Là, sans parler des gros traumas, d'abus physiques, négligence, etc. Là. Mais chaque petite expérience ou blessure, si ça vient toujours à la même place, bien, il reste une cicatrice de ça. Puis, en tant qu'adulte, ça va vite. On a nos propres enjeux. Il se passe beaucoup de choses, puis on n'a pas le temps de retourner à ça ou d'essayer de comprendre pourquoi je suis de même avec tout le monde. Pourquoi je suis de même comme ça ou quoi que ce soit. Puis, nos premières expériences, ben, ça teinte tout. Pensons juste au couple. Là. Si j'ai eu une relation avec mes parents où l'écoute était plus ou moins là, où mes parents étaient moins sensibles à ce que je vivais, ben, nécessairement, en couple, je vais peut-être être moins sensible. Moi aussi, c'est ça que j'ai vécu, c'est ça que je connais. Fait que je vais peut-être être moins sensible, moins à l'écoute. Je décoderai pas les émotions de la personne aussi rapidement qu'elle. Donc, c'est de retourner là, de dire pourquoi ton enfant intérieur, il n'est pas à l'écoute, admettons, des autres. Pourquoi ton enfant intérieur, il a peur de l'abandon? Pourquoi ton enfant intérieur, il a X, Y raison? Ça vient d'où? Comment on peut le travailler? Qu'est-ce que ton enfant voudrait? Mais on comprend que c'est moins heurtant ou c'est moins difficile de quelqu'un de dire mon enfant intérieur et le mettre là que de dire moi, Mathieu M. Blanchet, j'aimerais avoir telle chose. Il y a quelque chose de difficile d'avouer à quelqu'un à voix haute, mais de dire mon enfant intérieur à côté aimerait bien. Moi, comme adulte, je comprends que on peut pas ou quoi que ce soit. Fait que ça permet d'avoir un premier discours, mais on peut pas rester en thérapie 100% sur notre enfant intérieur. Ben non. C'est ça, va falloir qu'à un moment donné évoluer vers mais toi, qu'est-ce que tu veux, puis jusqu'où tu es prêt à aller. Là. OK. Ouais. Wow. Parce que je pense, moi aussi, je pense vraiment qu'il y a un côté social à ça. Puis moi, je prends tout le temps un peu moi en exemple, que j'ai toujours été très créatif.
Mais tu sais, jeune, je trouve... Moi, un de mes plus grands rêves, c'est de faire une école. Mais de créer une école où est-ce que il y a pas... Je ne vais pas dire encadrement parce que c'est pas le bon terme, mais de créer une école où est-ce que tous les jeunes sont vraiment libres de créer comme ils ont envie. Tu sais, moi, je trouve que j'ai été vite mis dans un moule. Puis je prends tout le temps l'exemple de art plastique. Tu sais, je suis arrivé en art plastique puis on me disait, Alex, là, notre comme premier bulletin, tu dois faire un papillon. Mais tout le monde doit faire un papillon. Mais si moi, j'ai envie de faire une fleur, pourquoi je dois faire un papillon? Tu sais? Fait que je pense qu'il y a aussi ce côté-là où est-ce que notre enfant intérieur a été un peu brimé au niveau de la société, qu'on nous a vite mis des barrières de comme, tiens, ça doit être dans ce carré-là, tu dois fitter dans ce carré-là. Puis je trouve ça un peu dommage parce que moi, c'est rendu vraiment à l'âge adulte que j'ai comme retrouvé mon côté créatif, que je suis comme, wow, mais finalement, j'ai toujours été créatif. Ouais. Mais je me suis tellement fait mettre des bâtons dans mes roues que non, tu dois être comme ça, tu dois fitter là, que je te remets, où suis-je, qui suis-je, pourquoi je dois fitter de même, j'ai pas envie d'être de même. Fait que je pense qu'il y a un peu ça aussi pour moi que je trouve que j'aimerais qu'on ait une certaine liberté. Ouais. C'est pour ça que je dis mon plan rêve est de faire une école où est-ce que les jeunes auraient cette liberté-là de faire, ben moi, je vais faire une plante, je fais une plante. Toi, tu vas faire une bouteille, tu fais une bouteille. Puis moi, je vais vous noter sur votre œuvre totale et non sur ce que moi, j'ai envie que vous faites. Ouais. Puis on est un peu là-dedans, je dirais. Tu sais, il y a un changement aussi sociétal juste là-dedans. De dire, ben on va valoriser l'effort et non la réussite. Oui. De dire, ben le processus par lequel tu as passé est tout aussi important que ta finalité. Oui, 100%. Hein? Donc, on essaie d'instaurer ça, mais tu as raison que cet enfant intérieur-là, admettons, si on prend ton exemple, bien, il y aurait eu une blessure, il y aurait eu quelque chose à un moment donné, puis en s'adressant à lui, on pourrait aller savoir, bien, sais-tu le fait que tu voulais te sentir plus unique, tu sais, l'unicité? Sais-tu que tu voulais être plus valorisé, que tu voulais être reconnu comme étant différent? Pourquoi être différent, c'est important pour toi? Différent comment? Parce que tu aurais pu être créatif en faisant le fameux papillon, tu sais, puis pourquoi c'était pas suffisant? Puis c'est là où on va essayer d'aller adresser les distorsions cognitives qu'on peut avoir eues, les peurs que tu as eues, mais à travers cet enfant-là, dire OK, mais pourquoi tu n'as pas senti que tu as pu être 100% créatif, même si je t'imposais juste la forme? Je t'impose le papillon, mais je t'impose pas la couleur, la grandeur, le contenu à l'intérieur. Je veux dire, si on regarde les papillons, là, il y en a de toutes formes, de toutes sortes. Puis pourquoi tu l'as pas dessiné qui sortait de son cocon, puis là, tu as été plus créatif que l'autre. Puis c'est d'aller voir sont où tes barèmes. C'est quoi le barème? C'est de dire, ben moi, c'était la règle que j'aime pas, c'est d'être pris dans ce carcan-là. C'est non, je voulais être encore plus unique, je voulais détonner de ce que les autres font. Je voulais montrer mon plein potentiel parce que je crois avoir un plein potentiel. Donc, puis c'est là où adresser à l'enfant intérieur devient un outil. Mais c'est pas une finalité. Intéressant, ça, c'est super intéressant. Parce que, tu sais, là, justement, mon exemple que tu prends, tu as dit, c'est peut-être quelque chose que tu avais dans ton enfance, que tu as envie d'être plus unique et différent. Mais à partir de quel âge que notre enfant intérieur devient conscient qu'il y a des traumas ou il y a des difficultés ou, tu sais, c'est... Je vais dire jamais. En ce sens où... c'est pour ça qu'on a une job en thérapie. Là, c'est dur à avoir l'introspection. Fait que l'enfant intérieur n'est pas nécessairement 100% conscient. Il peut le devenir à un moment donné. Quand on vit des événements traumatisants, on peut devenir conscient que ça va changer notre vie ou que ça a été marquant. On a tout un prof, un événement qui nous a marqué dans notre vie comme mémoire. Mais est-ce que consciemment, on le sait qu'à ce moment-là, tout s'est joué ou qu'il y a beaucoup de choses qui se rapportent à cet événement-là? Pas nécessairement. Puis c'est souvent là le but d'adresser à cet enfant-là, de dire, bien, parle-moi de tous les événements que tu as en tête, traumatisants. Puis on va essayer de trouver le dénominateur commun. Puis c'est ça le temps qu'on passe pas avec nous-mêmes. C'est rare les gens qui vont s'asseoir et qui vont dire, moi, ce soir, là, je vais réfléchir à mes événements traumatisants ou mes blessures. Puis là, je vais penser à, OK, ma première éducatrice de garderie, comment je me suis sentie. Ah oui, là, ma prof de maternelle quand on a rompu notre relation. OK, là, après, c'était mon premier petit chum ou ma première petite blonde. Puis là, quand ma grand-mère est décédée. Et d'essayer de relier toutes les pertes relationnelles, admettons, puis voir c'est quoi le sentiment qui était commun, c'est quoi que ça t'a fait sentir ou que tu as essayé d'éviter. À partir de quand il y a eu un cut-off ou un changement de paradigme. Mais on le fait pas consciemment. C'est à ça que ça sert d'aller l'adresser. Okay. Mais là, après, ça, c'est un outil. Là. C'est pas tous les psys qui utilisent ça. Non, je vous dirais même que c'est un peu... pas controversé, parce que ça peut pas nuire, là, mais c'est pas nécessairement une approche
prôner ou qu'on voit nécessairement, là, puis qu'on dit, hey, ça, c'est vraiment... On va l'utiliser, tu sais, le processus derrière ou l'idée derrière l'enfant, notre enfant intérieur est bonne, est excellente, puis on va l'utiliser. On l'appellera juste pas comme ça. On va dire, on va mentaliser, on va faire de la pleine conscience, on va essayer de voir tes mécanismes de défense, on va, tu sais, puis on va le nommer d'une autre manière, mais ça reste que le constat, c'est de dire, il y a un moment donné, il y a un événement, une blessure qui s'est joué, qui est encore là, que peut-être on n'est pas conscient qu'il y a un impact, puis on veut retourner à cet événement-là pour mieux le penser ou mieux le comprendre. Puis une fois qu'on l'a bien compris, on peut mieux l'accepter ou pas. Tu sais, il y a des gens qui disent, ben moi, la blessure, je l'ai enfin compris, puis je l'accepte, puis je vais rester comme ça, puis c'est correct. Mais là, ils n'ont plus la détresse liée à leur comportement parce qu'ils savent d'où ça vient. C'est pas tant le comportement qu'ils n'aiment pas, c'est la détresse qu'ils vivaient avec. Tandis que là, il y en a d'autres qui disent, ben maintenant que je le comprends, comment je peux le changer, comment je peux m'améliorer. Donc, après, c'est de faire le travail individuel avec chaque personne jusqu'où ils veulent aller. Mais théoriquement, si je parle neuro, si on parle d'événements traumatiques dans le ventre de notre mère, on va avoir des séquelles. Dans le ventre de notre mère, on sait qu'on reconnaît des voix, qu'on reconnaît des chansons, qu'on reconnaît des intonations. Fait que théoriquement, ben, on pourrait encrypter une voix qui pourrait avoir une influence. C'est pour ça que les enfants vont reconnaître les parents parce qu'on le sait qu'ils ne voient pas. En dedans d'un certain, dans les débuts, là, surtout les premiers jours, ils ne voient pas. Fait qu'ils vont au son. Puis on l'utilise beaucoup en thérapie ou avec les parents. On va leur dire, tu n'as pas besoin de répondre aux besoins de l'enfant tout de suite. Quand il pleure dans sa bassinette puis il y a 2 mois, mais dis-lui. Juste ta voix va venir l'apaiser. Donc, on le sait qu'un enfant que je suis en train de faire la vaisselle puis je l'entends pleurer puis je fais « Papa s'en vient, inquiète-toi pas, je t'entends ». Il va continuer à crier, mais il va se faire rassurer quand même. Tu sais, son circuit d'émotion va être apaisé parce qu'il entend une voix qu'il reconnaît, ça vient de le rassurer, ça vient... Fait que très tôt, on peut encrypter certaines blessures ou traumas, là. Versus un enfant qui va crier à tue-tête puis que personne parle. Que la mère ou le père fait juste comme hey, « moi, je suis plus capable, je réponds plus » ou quoi que ce soit. Puis ça, on dit de faire ça jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, là, l'enfant devient conscient qu'il peut... Là, je vais utiliser un gros mot que j'aime pas, là, mais je vais dire manipuler, là, qu'il peut pleurer juste pour obtenir un gain. Mais avant 6 mois, c'est vraiment une période critique dans l'attachement, entre autres, où quand le bébé pleure puis crie, il manipule pas. Il y a vraiment un besoin, il sait pas comment le répondre, puis là, il a besoin d'être apaisé. Mais apaisé, ça veut pas dire que je le prends puis j'arrête de pleurer. C'est de dire, ben, je vais te soutenir dans ces pleurs-là, je vais t'accompagner. Puis avoir un environnement soutenant, ce n'est pas le faire à la place d'eux. C'est niaiseux à dire, mais on pense vraiment tout le temps que si je veux être soutenant envers toi, je vais t'écouter, je vais te trouver des solutions. Puis je vais le faire à ta place, je vais dire, regarde, là, tu vis telle rupture, on va faire ça, fais ça, inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Si tu as besoin d'argent, je vais te passer de l'argent, puis on va trouver des solutions. Mais être soutenant, ça veut pas dire ou faire à la place, c'est dire, ben, je sais que ça va être dur, ça, tu vas rusher, mais je vais être là quand même. Je vais t'accompagner. Puis, c'est d'envoyer un regard différent aussi à la personne. Tu sais, quand moi, je dis à mon enfant, t'es capable, vas-y, j'y envoie un regard que j'ai confiance en toi puis je sais que tu as les capacités. Tu vas avoir de la difficulté, tu vas avoir peur, mais moi, quand je te regarde, je vois quelqu'un qui est capable de passer à travers ça. T'sais. Puis, sur le coup, c'est pas le fun. Tu sais, mettons l'exemple typique, peut-être plus adulte. Moi, j'ai appris à conduire, c'est très, très personnel. Là. J'ai appris à conduire pas manuel, pas power steering, c'était mon premier char. Fait que je fais mes cours de conduite, automatique, tout va bien. Puis mon premier char, 1000$, un Dodge Néon rouge. Puis je suis comme, il est pas power steering, puis il est manuel. J'ai jamais conduit ça. Fait que je dis à mon père, tu peux-tu me l'emmener à la maison? Puis à la maison, j'apprendrai comment faire, tu sais. Puis mon père me dit, oui, il n'y a pas de problème. Il embarque dans le char, puis au coin de la rue, débarque du char et il quitte. Impossible. Ben oui. Puis il me dit, si tu veux ramener le char, c'est le tien, tu le ramèneras, puis tu apprendras de même. Écoute, j'ai fait 1,2 km, ça m'a pris comme 1h30, là. Mais mon père, il est resté là, à l'extérieur, puis il faisait signe aux voitures. Il disait, attendez, là, c'est mon fils, il apprend. Moi, je stallais, je capotais, je n'étais pas capable de tourner. Je me suis repris plein de fois, mais le regard qu'il m'envoyait, c'est moi, je sais que tu vas réussir. Exact. Ça va être difficile, mais je vais t'accompagner tout ce temps-là. Je vais faire stop aux voitures. Je vais leur dire, là, toi, Mathieu, bouge pas. Puis je vais leur, là, ça fait assez longtemps qu'ils attendent. Là, ça va être à eux de passer. Tu sais, puis il a géré la circulation très, très locale. Là.
Mais quand je suis arrivé chez nous, après 1h30, je savais conduire. Ben oui. Puis j'étais fier. Mais c'est ça, s'il me l'avait mis dans mon parking, là, il n'aurait jamais sorti de là. Ben non, j'aurais sûr. essayé une fois, j'aurais fait « Ouais, non, oublie ça. » Exact. Mais c'est ça, être soutenant. C'est de dire, on va passer à travers l'adversité, mais je vais t'accompagner puis je vais t'envoyer un regard de « T'es capable ». C'est pas faciliter la route. Si on facilite la route aux gens, ben, ils n'ont pas d'embûche puis on peut travailler notre résilience ou notre force intérieure juste à travers l'adversité. On souhaite que ce soit des petites adversités. Je ne souhaite pas des grosses adversités à personne. Puis c'est un peu ça qu'on va aller revoir dans l'enfant intérieur, de dire, ta première adversité était où? T'es-tu senti soutenu? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, c'était une expérience positive. Bien, OK, mais qu'est-ce que tu veux? Comprends? Tu sais, comme je dis, moi, cet événement-là, c'est 20 ans plus tard que je suis capable de dire, ouais, c'était positif. Mais sur le coup, t'es pas content, hein? J'étais comme sérieux, pas. Puis le nombre de fois que j'ai crié, j'ai pleuré, j'étais comme sérieux, tu vas me laisser crever là, je vais me faire frapper. Ben Puis il était comme sur le coup, c'est pas le fun. Ouais. Mais ça peut être marquant. Puis là, aller voir, mais OK, qu'est-ce que tu aurais aimé différent? Pourquoi tu aurais aimé différent? Qu'est-ce qui était positif, négatif? Puis comment on peut le revoir? Puis c'est en travaillant sur ces blessures-là ou ces événements-là qu'on va aller chercher, bien, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi l'actualisation de toi? Qu'est-ce qu'on peut transposer de cet enfant intérieur qui veut tant être créatif, qui veut tant être unique ou être différent? Puis comment on peut le transposer dans quelque chose qui va te plaire, puis qui n'est pas du type je lâche tout, puis je m'en vais le reste de ma vie habiter dans un autre pays. On ne fait pas des grands changements drastiques, là, mais on va voir ça. Puis, la crise de quarantaine, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui. Ça n'existe pas. Souvent, moi, je dis, ça s'appelle la crise du mi-temps. Là. C'est un concept, dans le sens, c'est pas vrai qu'à 40 ans, là, on fait une crise. C'est juste qu'à un moment donné dans notre vie, ça la donne que c'est souvent autour de 40 ans. C'est là qu'on est le plus stable financièrement, c'est là qu'on a le plus de temps encore, puis c'est là qu'on est encore en santé. On a les 3 aspects de notre vie au top. Là, je suis quand même riche ou je suis quand même assez stable, ma job est assez stable, je suis encore en santé, je suis pas trop vieux, j'ai pas trop mal, puis j'ai le temps de faire des choses. Puis c'est souvent là où on va se retourner puis on va faire « Moi, à 18 ans, là, je rêvais de quoi? » Puis là, je suis comme, moi, je voulais avoir voyagé, je voulais voir le monde, puis tout ça. Mais à 20 ans, j'avais pas d'argent, fait que je l'ai pas fait. Puis là, c'est là qu'on va regarder, c'est pas notre enfant intérieur, mais c'est un peu ça qui nous guide, de dire qu'est-ce que je voulais devenir. Puis c'est un peu ça, la crise de quarantaine. C'est comme c'est pas un vrai passage obligé, là, mais c'est une remise en perspective de c'est quoi je voulais vraiment, puis qu'est-ce que je veux pour le reste de ma vie, tu comprends? Mais c'est ça qu'on va aller chercher en thérapie avec l'enfant intérieur, mais sans la crise, le mot crise le dit bien, c'est habituellement ça l'éclate puis ça va pas bien, mais de dire qu'avant que tu arrives là ou avant que tu fasses des choix complètement irrationnels ou impulsifs, concentre-toi sur c'est quoi l'objectif derrière. Ce choix-là que tu veux faire, il va répondre à quoi? Tu seras peut-être pas plus heureux après l'avoir fait, voyager, puis on va aller chercher les raisons derrière. C'est tellement intéressant parce que tu vois, dans un film, cette phrase-là m'avait tellement marqué. C'était un monsieur qui était en train de licencier un autre monsieur. Puis il dit pourquoi on admire autant les athlètes? Il dit parce qu'ils n'ont jamais abandonné leur rêve. J'avais tellement trouvé ça intéressant. Puis j'avais trouvé cette phrase-là tellement forte parce que c'est vrai, on admire les athlètes pas parce qu'ils sont des hommes et des femmes extraordinaires, c'est parce qu'ils n'ont jamais abandonné leur rêve. Puis la plupart de la société ont abandonné leur rêve pour une certaine satisfaction imminente d'un salaire vraiment stable. Mais des fois, juste si tu avais poussé un peu, tu peux réaliser tes rêves. Puis je pense que la quarantaine, c'est un peu ça. Comme dit, c'est maintenant, on a l'argent, la santé majoritairement, ainsi que le temps. Fait tiens, là, je pars sur une couille, entre guillemets, puis je fais ce que j'ai envie de faire. C'est ça, en fait, la fameuse crise de quarantaine. Là. Oui, parce que, tu sais, souvent, c'est les parents ou c'est l'entourage qui va dire « Ouais, mais c'est pas une vraie job. » Ben, c'est ça. Tu sais, t'aurais dit à tes parents, je sais pas, à 15 ans, moi, je veux faire un podcast. C'est sûr qu'ils auraient fait « T'as-tu un autre choix? » Tu sais, pas tout de suite. 100%. Mais c'est ça. Mais c'est de croire, tu sais. Puis souvent, quand on les regarde, c'est ce qu'ils vont dire. Il y a quelqu'un qui a cru en moi. Il y a quelqu'un qui m'a soutenu. Puis on veut pas mal faire comme parents. Puis on les entend tout en parler à des parents qui sont acteurs ou quoi que ce soit, que le milieu c'est pas facile. Ils disent tout, moi, je veux pas que mes enfants fassent ça. Ils parlent à des avocats. C'est vrai.
ils font comme moi, mes enfants, je veux pas qu'ils fassent ça parce qu'on souhaite quelque chose de différent. Ben Puis oui. souvent, c'est ça les barrières qu'on va aller mettre. On va faire ouais, mais artiste, ouais, tu sais, la fin de semaine, OK, mais du lundi au vendredi, tu ferais quoi, tu sais? Mais oui, tu peux faire ta vie en étant tatoueur, tatoueuse, tu sais, puis être une artiste accomplie. Tu peux peindre, tu peux faire des sculptures, tu peux être prof d'art. Tu peux utiliser ce médium-là si toi, tu aimes ça l'art, mais dans quelque chose qui va te plaire puis qui va être peut-être plus socialement acceptable pour la pression que tu vas recevoir. T'sais. C'est tellement vrai parce que quand j'étais en secondaire 4 ou en secondaire 5, on rencontre un orienteur à un certain point. Puis il m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. J'ai dit moi, je veux soit être travailleur autonome ou avoir mon entreprise. Puis il m'avait dit faut que tu trouves une vraie job. J'avais été tellement insulté quand il m'avait dit ça. J'étais comme franchement, tu peux pas dire ça à un enfant. J'étais comme un jeune ado. J'étais comme tu peux pas me dire ça. J'étais comme non, moi, c'est ça que je veux faire. J'étais comme je veux être travailleur autonome ou avoir ma compagnie. T'es comme non, faut que tu trouves une vraie job. Je capotais. J'étais comme, mais franchement, tu peux pas lancer ça à un jeune. Mais non, puis tu vois, mais ça, c'est la pression qu'on met. Mais si on s'intéresse, mettons, au plan thérapeutique, mettons, je refais le lien avec l'enfant intérieur. T'sais, ma question aurait été, mais pourquoi? C'est l'autonomie que tu vas rechercher, c'est le fait de partir de A à Z, puis tu veux la reconnaissance. Parce que moi, j'en entends là, à travailler au cégep des gens qui vont me dire, moi, je vais être riche. Moi, je vais être millionnaire. Oui, ça, c'est la nouvelle trend. T'es comme, ouais, mais riche, millionnaire, c'est quoi? Parce que moi, je peux être millionnaire puis pas heureux. Moi, je peux être millionnaire puis... Tu sais, honnêtement aussi, la notion de millionnaire est pas lucide pour les ados encore. Là. Ils pensent qu'avec 1 million, t'es les pop stars comme eux. C'est parce qu'ils ont 200 millions. Ça, là, exact, à 1 million, je me permettrais pas. Là. Non, surtout avec la société d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est ça, c'est de revoir, mais l'utilité, quand tu veux être travailleur... Tu sais, tu m'as pas dit que tu voulais avoir ta propre business de construction. Non. Tu m'as dit travailleur autonome, tu sais, mais travailleur autonome dans quoi? Tu sais, qu'est-ce qui va te valoriser? C'est le fait que tu veux monter quelque chose de tes propres mains, tu veux être, tu veux avoir le sentiment d'avoir un contrôle ou un pouvoir sur ton avenir, puis tu te dis s'il y a quelqu'un en haut de moi, puis c'est ça qu'on va aller chercher. C'est non, toi, tu veux explorer, tu veux être créatif, tu as quand même fini par être travailleur autonome comme tu voulais. Est-ce que tu savais exactement que c'est ça que tu allais faire? Pas. Absolument pas, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui t'a drivé. Ouais. Tu sais, ton enfant intérieur te disait, moi, je veux ça, je veux cette autonomie-là, je veux cette reconnaissance-là, je veux cette valorisation-là, je veux ce sentiment de fierté d'avoir bâti quelque chose, je veux quelque chose qui me représente. Mais c'est facile de dire ça, me représente. C'est quoi qui te représente? C'est quoi ça? C'est ça que l'enfant intérieur possède, que l'adulte ne sait pas ou va utiliser des grands mots. Puis moi, en faisant de la thérapie, entre autres en centre jeunesse, je veux dire, eux, ils en ont entendu des mots d'adultes. Puis des fois, là, ils te répondent, là, puis tu fais, c'est juste un discours intériorisé. Tu n'as aucune idée. T'sais, ils vont me dire, ouais, mais moi, j'ai un trouble d'attachement, donc tu comprends que c'est difficile, là, les relations intimes. Tu es comme, de que c'est que ça veut dire dans ta réalité, mon grand? Tu sais, j'ai de la misère à m'ouvrir à ma conjointe. J'ai de la misère à dire que moi, ça, c'est pas dans mes préférences. Moi, mon désir, j'aimerais ça que ça soit ça. Ah, OK. Mais trouble d'attachement avec des difficultés, c'est un discours intériorisé. Mais c'est ça que ça fait. Moi, je veux que ça soit plus comme moi. C'est quoi ça, moi? Ouais. C'est d'avoir accès à cette analyse-là qui est difficile. Parce que les gens me demandent tout le temps pourquoi tu es devenu psy. Ma réponse, c'est toujours je le sais pas. Tu sais, je suis bien capable de dire, un jour, j'ai étudié, j'aimais ça, les gens m'ont dit que j'étais bon, les gens m'ont dit que j'avais une bonne écoute. Mais OK, moi, je vais te répondre pourquoi tu n'es pas travailleur social. Parce que pour être travailleur social, il te faut toutes ces qualités-là. Oui. Ouais, mais là, j'ai déjà rencontré un psy qui m'a dit que... OK, mais pourquoi... Je veux dire, là, je suis prof la majeure partie de ma vie. J'enseigne là, au cégep. Je ne suis pas neuropsy, je ne suis pas psy, mais pourquoi encore je m'appelle neuropsy? Oui, j'ai mon titre, oui, je pratique, oui, je fais de la clinique, mais si tu regardes mon 40 heures semaine, c'est pas ça que je fais en grande majorité. Fait que, pourquoi c'est important encore avoir ce titre-là? Pourquoi tu veux continuer à le maintenir? Pourquoi tu payes ton nom? Pourquoi? Puis c'est d'aller se questionner sur mais qu'est-ce que je vais rechercher de ça? Puis mon enfant intérieur est au courant, lui, mais c'est pas accessible. C'est pour ça que je disais, c'est encore inconscient. T'sais, ma réponse, pourquoi je suis devenu psy, je le sais pas encore. T'sais, j'aime ça, je suis valorisé par ça, mais inconsciemment, il y a un driver, il y a quelque chose qui me pousse à le maintenir, ça, tu comprends? Puis c'est ça qu'il faut avoir accès. Ça fait plusieurs fois que tu dis le mot valorisation. Ouais. Et je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'on a
besoin d'être valorisé? Autant notre enfant, autant qu'un adulte. Est-ce que c'est parce que je trouve, tu sais, tantôt tu parlais d'enfant intérieur, tu as parlé de validation. Là, tu parlais, est-ce que je suis devenu psychologue pour la validation? Ouais. C'est un terme qui revient souvent. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour l'humain? C'est quelque chose qui est primordial à l'enfance pour l'attachement. Il faut être reconnu, il faut normaliser les émotions. Il faut envoyer un regard à la personne que ce que tu vis, c'est normal, c'est correct, c'est valable, c'est valide. Puis oui, habituellement, les plus grandes blessures ou les traumas, puis là, encore une fois, je parle pas des abus physiques, c'est assez clair, là, ou sexuel ou psychologique. Mais c'est ça, il y a eu un manque. Mes parents ont bien fait, mes grands-parents ont bien fait, mais on le sait que dans le temps, on élevait des hommes en disant grow some balls. Arrête de pleurer. Les hommes, ça pleure pas. Puis on travaille très fort là, comme société pour dire ça pleure pas. Mais les gens ont besoin encore de cette valorisation-là. Moi, je pense pleurer devant mes enfants, être assez émotif, être assez ouvert sur ça. Mais je me rappelle quand j'ai perdu mon chat. On a euthanasié mon chat super bête il y a 1 an et demi. Mon petit gars, il avait 3 ans à l'époque. Puis je suis allé le chercher à la garderie. Puis j'ai dit, Jacob, notre chat, il est décédé, il est plus là. Puis je me souviens que pour s'empêcher de pleurer, il tirait ses yeux pour pas qu'il y ait de larmes. Puis je veux dire, je pas moi qui l'ai éduqué à faire ça, là, mais il l'entend. Il entend des gens vont dire « OK, là, ça fait assez longtemps que tu pleures. OK, là, arrête de pleurer, t'as pas de raison. » Mais fait que oui, à quelque part, on a besoin de valider. Cette émotion-là, moi, je l'aurais pas. Moi, honnêtement, je pleurerais pas mon chat. Mais toi, il était important pour toi. Je suis qui, moi, pour dire que cette émotion-là n'est pas valable? C'est vrai. Oui, tu as besoin de valorisation. Oui, tu as besoin qu'on normalise cette émotion-là parce qu'elle existe. Si à chaque fois je dis « elle n'existe pas, c'est juste toi qui as créé », mais oui, mais c'est ton corps, c'est ta vie, c'est toi qui as créé et donc valable. Là. Fait que oui, ça revient souvent. Puis on a un gros travail avec les enfants intérieurs quand on parle d'attachement. Quand on fait un travail sur les traumas complexes, l'attachement, etc., il y a un travail de normalisation, valorisation, puis de reconnaissance, de dire, tu sais, ton émotion est peut-être faussée, peut-être erronée. Tu sais, je pense que tu vois les choses plus gros qu'elle est. Mais tu réagis de cette manière-là. Je veux dire, je pense que tu l'as vu trop gros, puis on va travailler sur comment tu l'as vu, puis pourquoi tu l'as vu trop gros. Mais je comprends que tu es vraiment fâché. Je comprends que tu es vraiment déçu. Ça t'appartient. Après, comment on peut t'aider à l'enlever? Mais avant de dire, là, arrête d'être déçu, arrête de pleurer, t'as juste à faire ça, trouver des solutions, les gens ont besoin de se faire dire, c'est correct, prends le temps, totalement. Tu reviendras me voir quand tu vas être prêt, tu sais. Puis dans la société où on va vite, où il y a aussi encore des sujets tabous, là, de parler d'émotions. Si je pleurais au podcast, ça mettrait un froid là, quand même. Il y a des contextes qu'on peut le voir ou le mettre en place, mais on tend à vite tomber dans solution. Tu pleures, ça va pas, OK, qu'est-ce qu'il fait? Mais là, d'abord, tu pourrais faire ça. OK, tu pourrais faire ça. Donc, oui, l'enfant intérieur, souvent, a besoin d'être validé, normalisé, parce que c'est lui qu'on pousse. C'est lui qu'on dit, non, je t'écouterai pas. Non, il y a une valeur. Tu sais, je veux dire, ça vient de toi, c'est ton vécu, ça a une valeur minimalement pour toi. Puis après, cette valeur-là, ça va avoir un impact sur toutes tes relations. Ben oui, totalement. Fait que, mais oui, la reconnaissance, la valorisation, c'est quelque chose qu'on outrepasse assez rapidement dans l'enfance, dans l'adolescence, puis qu'on demande rapidement à passer à travers. Moi, je me souviens, j'avais un employeur qui m'avait dit, là, si c'est dans ta description de tâche, je te dirais pas bravo. Là. J'étais comme, oui. T'sais, honnêtement, c'est peut-être dans ma description de tâche, mais je trouve que je la fais bien. Ma description de tâche, tu pourrais me dire bravo. Même chose, c'est pour ça que moi, je dis merci à la personne qui vient me desservir au restaurant. Je veux dire, même si c'est dans sa description de tâche de me desservir ou de me verser de l'eau, je vais quand même, je vais dire un mot en anglais, mais acknowledge, je vais quand même reconnaître que tu es là. Merci. Fait que je vais valoriser, je vais reconnaître la personne. Fait qu'encore plus quand on parle d'émotion, il n'y a pas personne qui fera un travail sans valorisation. Mais quand on parle de l'intimité et des émotions, c'est encore plus essentiel de le faire. Là. Fait que Puis tu as parlé aussi d'encore quelque chose que je trouve intéressant, les traumas. Oui. On a parlé plusieurs fois t'as employé plusieurs fois le mot trauma. Est-ce qu'on peut se sortir d'un trauma? Est-ce qu'il y a une possibilité de les classer, entre guillemets? Qu'est-ce qui cause un trauma? Comment on développe un trauma? Comment ça nous affecte? Oui. Je veux dire oui à toutes ces réponses. Tu peux tu peux le classer, tu peux passer à travers. Tu peux le faire sans thérapie aussi. Là. Je suis pas en train de dire que la thérapie, c'est absolu. Des fois, tu peux avoir une relation qui va être réparatrice.
C'est pas une thérapie. Il y en a beaucoup que... passons aux adultes, admettons, jeune vingtaine, vivent de l'adultère, leur conjoint ou leur conjointe l'ont trompé, se séparent, restent avec une blessure de confiance, puis ils vont retrouver quelqu'un avec qui ils vont avoir une confiance pleine et entière, qui va s'exprimer, qui va être capable de nommer ses désirs, qui va être capable de... Et juste cette relation-là pourrait être réparatrice. C'est sûr qu'on a tendance, l'être humain, à se souvenir plus des effets négatifs. Ben oui. C'est encrypté dans notre ADN, c'est pour notre survie. On ne repassera pas 2 fois par le chemin qui nous a blessés. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai 3 chemins autres qui, eux, ont été positifs, bien, ça ne va pas venir calmer cette blessure-là. C'est sûr que quand on en a plusieurs, puis c'est à répétition, c'est là où la thérapie devient peut-être plus essentielle. Mais oui, quand on adresse un trauma, une blessure quelconque, le but, c'est jamais de l'enlever. Puis c'est ça que les gens doivent comprendre. On ne l'oublie pas. Puis c'est la même chose, là, je pousse à l'extrême, mais admettons, les états de stress post-traumatique, on vit un événement complètement traumatisant. On va jamais essayer de le faire oublier. C'est la pire chose. D'ailleurs, le cerveau déteste pas comprendre puis oublier, fait qu'il va nous le refaire vivre. Hein? Les états de stress post-traumatique, c'est pour ça qu'ils font de la reviviscence, c'est pour ça qu'ils font des cauchemars, c'est pour ça qu'ils ont des flashbacks, parce que le cerveau veut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi j'ai oublié quelque chose? Puis il va essayer de nous le faire comprendre. Puis je fais souvent la métaphore, là, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là, on l'apprend dans nos cours, c'est la courbe d'habituation, c'est la métaphore des films d'horreur. C'est de dire, moi je déteste les films d'horreur. La première fois que je vais en écouter un, là, Alex, je te jure, là, je pleure, je crie, je vais te serrer la cuisse, je vais te demander de l'arrêter, je vais faire, ben non, pourquoi je fais ça? Ben non, je ferai pas ça. T'sais. On va l'écouter une deuxième fois, je sais sont où les punchs, tu comprends? Je triperai pas, la musique va me gosser, je vais quand même faire les sursauts, mais je vais l'écouter 50 fois, puis à un moment donné, je vais être capable de le mettre en background, puis avoir fait la paix avec, rire d'autres choses, puis ça va être accepté, ça va passer dans notre quotidien. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire avec les traumas aussi, de dire, bien, une fois qu'on les a compris puis qu'on les a acceptés, je les ai pas oubliés, ils sont là, mais ils sont en background. Puis c'est pas vrai que le film en background présentement décide de ma vie. Wow! Mais pendant que je suis dans le film puis je trippe pas, puis là, ce film-là contrôle tout. Je t'aurais jamais touché la cuisse, mais là, je vais te serrer la cuisse. Genre, non. Tout va être guidé par ce film d'horreur-là que j'essaie d'éviter. Une fois que je l'ai appris, une fois que je l'ai accepté, ben là, il peut jouer en background puis il sera plus maître de mes décisions. Oh my God! C'est un peu ça qu'on veut aller faire en thérapie. C'est de s'habituer, d'en parler, de le comprendre. Puis on va pouvoir... Je suis pas en train de dire que ça va être facile. Non, des fois, adresser, sûr, c'est jamais le fun. Mais... c'est sûr qu'il y a une lueur d'espoir. Si on y met le temps, l'énergie, puis qu'on est avec des gens soutenants, puis qui peuvent nous aider, un professionnel habilité, on peut passer à travers ces traumas-là. Puis après, ben, ça devient quelque chose qui va devenir positif. Ben oui. C'est là qu'on voit les gens qui sont résilients. On connaît tous des gens qui ont vécu des choses atroces, puis sont comme, moi, si j'avais vécu ça, je serais dévasté. Là. Je sais pas comment tu fais. Puis, mais c'est ça, ces gens-là ont développé cette résilience-là, cette acceptation de la situation, passer à travers. Ça veut pas dire qu'ils l'ont oublié, là. Ça veut juste dire que ce trauma-là ou cette blessure-là n'est plus maître de nos décisions. Puis là, je l'ai mis à l'extrême. Mais mais c'est la même chose. Tu sais, relation de couple, on a tous eu plusieurs couples où, tu sais, c'est assez rare, là, les gens qui se casent. Bon, là, je vais le faire. Là. Moi, je l'ai fait. J'avais fait 17 ans. J'étais avec ma conjointe depuis que j'ai 17 ans. Donc, mais c'est assez rare. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on ait eu une blessure à un moment donné avant, qui minent nos décisions après, qui vont dire, ben j'oserais pas aller avec cette personne-là parce qu'elle a le même trait de caractère que l'autre. Ou j'oserais pas y dire parce que la dernière fois, j'ai dit telle chose à mon copain ou ma copine, ben j'ai pas eu la résolution que je voulais. Fait que oui, après, si on est capable de dire, hey, ça, je l'ai fait avec telle personne, là, j'en ai une nouvelle, j'ai une nouvelle opportunité, puis on peut passer par-dessus, puis ça sera plus le moteur de nos prises de décision. C'est ça, le fait de revenir à notre enfant intérieur, c'est de dire, avant ce traumatisme-là, avant cette blessure-là, aussi, je veux dire, banale ou minime là, qu'elle peut avoir là, dans le quotidien, la première fois que j'ai été refusé, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que moi, j'ai postulé 4 fois à l'Institut Philippe Pinel, puis qu'à la première fois, j'ai pas été découragé? Bien, c'est parce que j'ai pas tout le temps cru dans la bouche, puis j'ai dû travailler, puis je veux dire, j'ai postulé, j'étais jeune, j'avais pas d'expérience, puis j'allais dans l'endroit où les choses étaient le plus complexes.
Puis c'est normal, tu sais, de pas être pris en premier. Je les avais pas, les habiletés. Ben oui. Mais il y a quelque chose en dedans de moi qui me disait, ben c'est ça que tu veux, faut que tu travailles pour. Mais c'est parce que j'avais un enfant intérieur, probablement, qui avait été soutenu par mes parents, qui était encouragé. L'histoire de l'auto aussi, tantôt. Ben oui, tout à fait. Tu sais, qui me disait, ça va être dur, mais c'est pas parce que tu mets le genou à terre que t'es un pas bon, t'es une pas bonne ou quoi que ce soit. Puis c'est ça, c'est de dire, pensons à comment on traite un enfant de 4 ans. Là. Il tombe à terre, puis on fait « T'es-tu correct? C'est correct, ça va bien aller. Regarde, tu saignes pas. » Puis on prend le temps. Quand on est rendu un adulte, puis j'ai une mauvaise nouvelle, t'en parles à ton chum de gars, à ta chum de fille, puis tu fais « Ah, hey, j'ai pas été pris. » Ils font souvent comme « Ah, c'est pas grave, t'es encore aux études, t'es jeune. » Puis ils passent pas le temps à faire « Mais comment tu te sens? » Puis comment c'est difficile? Puis qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être refusé? Vrai, ça, wow. Fait que c'est ce discours-là intérieur que certains vont appeler enfant intérieur, puis d'autres appellent plein d'autres noms. Là. Mais c'est ça qu'il faut réactiver avec les gens. Là. Wow. Puis quelqu'un qui, mettons, qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas le temps d'aller consulter un professionnel de la santé, puis qui aimerait justement surmonter ses traumas, est-ce que tu as comme un truc que tu pourrais leur donner? Parce que tu disais tantôt aussi, tu peux les régler même, mettons, si tu as une nouvelle relation, puis ça va bien, tu as une confiance. Fait, quelqu'un qui est célibataire ou même quelqu'un qui est en couple, as-tu des petits trucs que ça pourrait aider? Ouais. Le facteur de protection des difficultés d'attachement, des difficultés relationnelles, quoi que ce soit, c'est un support. C'est avoir un réseau de soutien. C'est le facteur numéro 1 de tout. Là. Quand on regarde la dépression, quand on regarde les états de stress post-traumatique, name it, là, le suicide, les gens qui sont plus découragés sans être dans des gros troubles, le facteur numéro 1, c'est la force des relations sociales. Puis d'ailleurs, il y a une étude, on l'appelle l'étude de Harvard, là, qui est une des études longitudinales les plus longues au monde. Elle a duré, je pense, 95 ans, là, 75 ans, 95 ans. Ils ont commencé à prendre des gens à Harvard au bac, puis ils ont suivi toute leur vie. C'était 75. Fait qu'ils ont pris à 20 ans, puis ça l'a arrêté quand il y avait 95. Oui, j'ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps, il me semble. Pour de vrai? Oui, il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Mais moi, oui, tu vois, c'est une des études qui m'a marqué quand j'étais au début de mon doc. Fait qu'il y a presque 10 ans, là, elle commence à dater, cette étude-là. Mais c'est ça, ils les ont suivis, puis ils ont tout évalué. Là, la richesse, la motivation, le bonheur, si t'es allé en prison, etc. Puis ils ont pris des gens du bac, en droit. Fait que là-dedans, tu avais des gros avocats multimillionnaires. Je pense qu'il y avait un ancien président des États-Unis, des juges de la Cour suprême, etc. Puis, bref, ils les ont suivis pendant 75 ans. Puis à la fin, le seul facteur qui prédisait le bonheur puis le plus de variables, c'était la qualité de tes forces relationnelles. C'était fou, ça, oui. Fait que les gens doivent développer ça. C'est pas négligeable des amis, c'est pas négligeable un conjoint, une conjointe. Puis si vous en avez pas, ben prenez vos parents, vos grands-parents, ayez des proches. Puis si vraiment il y en a pas, ben c'est pour ça que la communauté est là. C'est pour ça qu'il y a des organismes communautaires, c'est pour ça qu'il y a des lignes d'appel. Trouvez un intervenant qui va être votre premier filet de sécurité, votre premier réseau social, là, puis qui, à travers lui, va développer d'autres. Donc, si vous êtes vraiment mal pris, c'est le temps d'appeler. C'est la partie la plus difficile. Appeler un inconnu. Pour de vrai, on est tout seul, puis on est comme « Hey, il va-tu me juger? » Là, il faut oublier tout ça. Il faut appeler. C'est notre facteur de protection le plus important. Puis, il est tellement important que le Québec met énormément d'énergie pour subventionner des lignes d'écoute puis tout ça. Donc, il faut les utiliser. Appeler. Cette personne-là va vous aider à en créer un après avec une passion que vous avez, vous développez, etc. Mais les gens, s'ils veulent sortir de leurs blessures, il faut qu'ils trouvent des relations réparatrices. Il faut qu'ils trouvent des belles relations, s'investissent dedans, qu'ils n'aient pas peur, puis que ces gens-là qui peuvent les accompagner, les valoriser, les renforcer, comme on parlait, là, les reconnaître. Puis ça devient réparateur. Fait que tout le monde a un potentiel d'aider quelqu'un d'autre. Puis c'est ça qui est beau, tu sais, que je sois psy ou que je sois Mathieu, là, dans la vie, je peux avoir un ami, je ne suis pas son psy, mais je peux être sa relation réparatrice pour quelque chose, ou je peux, à la limite, le pousser vers autre chose, tu sais. Fait qu'il ne faut pas négliger notre réseau social parce que c'est l'élément numéro 1. Tu vois, c'est tellement fou, ça, parce que j'ai toujours dit, entre guillemets, que j'étais quelqu'un un peu sauvage. Tu sais, je suis quelqu'un de très solitaire, très, très solitaire. Mais en découvrant justement cette étude-là, puis en lisant un peu sur le côté social, l'autre fois, j'écoutais un podcast, puis c'était un monsieur qui, lui, c'est un super communicator, qu'il appelle en anglais. Puis il disait c'est quoi la force justement des grands communicateurs. Puis il parlait de... il me semble que c'est lui qui parlait de cette étude-là, puis qui disait que notre réseau social est très important. Ce que j'ai réalisé, c'est quand même, quand je dis tout le temps que je suis quelqu'un de très solitaire, c'est que j'ai mes 3 amis d'enfance,
plus Greg puis Chris, qui sont mes meilleurs chums aussi, plus ma copine et mes parents. Fait que, tu sais, j'ai comme 7-8 personnes. Ça m'en fait beaucoup. Ça me fait énormément de monde. C'est ça, tu sais, c'est que je suis super choyé parce que je sais que si un matin, il m'arrive quelque chose, mais j'ai minimum 7 personnes sur qui je peux compter et appeler, je sais qu'ils vont être là pour moi, tu sais. Fait que c'est une très, très grande richesse que j'ai, que, entre guillemets, j'ai un peu pris pour acquis parce que j'avais pas réalisé ça, tu sais, en disant, je suis quelqu'un de solitaire. Mais c'est qu'inconsciemment, je sais que j'ai ces gens-là qui vont tout le temps être là pour moi. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce que sans le savoir, là, c'est pas stagé, on s'en est pas parlé, mais le chiffre 7, c'est le chiffre un peu magique. Souvent, on va dire une amitié qui dure plus que 7 ans, c'est à la vie. Puis souvent, on va dire, on peut pas avoir plus que 7 amis. Pour de vrai, dans le sens où j'ai des connaissances, mais des vrais proches qui vont être là, que tu sais. La joke qu'on fait tout le temps, c'est appeler le monde pour dire venez m'aider à déménager. Il n'y a pas personne qui se pointe. Non, il va y avoir 4, 5, 6. Fait que souvent, c'est autour de 7 qu'on retrouve 6, 7, là, le noyau fort. Fait que, puis, tu sais, l'étude, ce qu'elle dit, c'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est la force. Exact. Fait que toi, t'en as 7, mais t'en as 7 solides. Oui. Ben, excuse-moi l'expression, là, mais ça vaut crissement plus que 100 qui sont moyens. 100%. Okay? Donc, t'es mieux d'en avoir 3, 4, 5, 6, 7. Comme je te dis, 7, c'est souvent le magique. Quand on fait le décompte, on fait, c'est vrai, j'en ai à peu près ça, 7 en comptant mes parents. Mais t'es mieux d'en avoir 7 solides qui, tu sais, c'est vrai, personnellement, ou tu sais, t'es peut-être moins extraverti, t'es plus introverti, t'as pas besoin autant, mais ça veut pas dire que t'en as pas besoin de zéro. Exact. Quand t'en as besoin, t'as la personne. Oui. Puis t'as juste besoin de ça, d'une personne, d'une force, d'une relation, d'une qualité pour que ça t'aide. T'en as pas besoin de 100. Là. Ben non, exact. Je trouve que c'est quelque chose que, tu sais, dans l'adolescence, comme je pense tout ado, on va être accepté, on va être aimé de tous. C'est qu'en vieillissant, c'est ça, j'ai réalisé, tu sais, justement, mes chums d'enfance, on se connaît, mettons, Nick, on se connaît depuis qu'on a 4 ans. Anto, Marc, je pense qu'on avait 6-7 ans, puis on est rendu tout à 30 ans pratiquement. Fait que, tu sais, comme ça fait 20 ans, 24 ans qu'on a une vie de un et l'autre. Puis on continue à s'appeler à toutes les semaines, on joue au hockey, au baseball ensemble. C'est tellement une belle richesse que j'ai que j'étais comme, waouh, j'ai pris ça pour acquis finalement. Tu sais, j'étais comme, j'ai normalisé ça, mais ces gars-là, c'est mes frères, comme que si j'avais vraiment, on a le même sang quasiment. Là, mais tu sais, moi, quand j'enseigne ces concepts-là, admettons, j'enseigne à des jeunes là, au cégep, qui ont 17, 20 ans, puis je leur dis, vous allez trouver ça bizarre, vous allez me juger, mais tu sais, moi, ma meilleure amie, je ne l'ai pas vue pendant un an et demi. On s'est parlé un peu au téléphone, mais je savais que si j'avais besoin d'aide, puis elle voyait mon nom, elle allait décrocher. Puis vice-versa, tu comprends? Fait que des fois, c'est ça, c'est de dire, là, j'ai pas le temps, je suis envahi, etc. Mais les jeunes à 17-20 ans, eux, ils ont leur ami du secondaire, leur ami de baseball, leur ami de technique, leur ami de job. Puis eux, ils voient la quantité comme étant quelque chose. Puis c'est correct, ça fait partie du processus, mais c'est vrai que plus qu'on vieillit, plus on n'est plus capable de maintenir ce rythme-là de party, de groupe d'amis différents et qu'on rétrécit. Puis c'est là que le chiffre 7 arrive. Là. Mais oui, on peut arriver à avoir des amitiés qu'on voit pas souvent, mais que quand on voit, tu sais, on le dit souvent, là, l'expression, là, quand je le vois, c'est comme si c'était hier. Ça n'a rien changé, on a la même connexion. Là. Mais ça, c'est riche. Puis ça, si vous avez ce vécu-là avec quelqu'un, vous savez que cette personne-là mérite d'entretenir votre relation parce qu'elle est bénéfique pour vous aussi. Ben oui, elle mérite pour elle, mais vice-versa, vous gagnez quelque chose de cette relation-là. Ah, mon Dieu, 1000%. Mon chum d'enfance, Anto, c'est la même chose. On peut être 6 mois sans se voir, mais quand on se voit, on saute des bras comme si on s'était vu hier. Ah, mon Dieu, c'est beau ça, mon Dieu. OK, là, avant qu'on finisse, là... Mais en fait, il y a une question que je pose à tous mes invités. Sens-toi très à l'aise. Comment va ta santé mentale? Elle va relativement bien. Je te dirais que c'était une grosse année. Les gens peuvent me connaître des traits aussi. Mon fils a eu un accident dernièrement. Il est tombé, il s'est brisé les dents. Donc, c'est beaucoup de stresseurs et tout ça. Mais je vais relativement bien parce que je suis soutenu, parce que les gens m'aident. Puis, je m'en cache pas. Je suis capable de te répondre. Je suis capable d'en parler, de dire, la vie de père, c'est des up et des down. La vie d'amis aussi, puis tout ça. Là, je suis dans une bonne passe, pour de vrai. Fait que non, ça va. Ça fait longtemps que ça va quand même relativement bien, là. Mais c'est une grosse année. Pour de vrai, ça a été une très grosse année. Les traites, la famille, le travail, tout, là, c'est...
On n'a pas parlé, mais comment t'as aimé ton expérience avec les trails? Ah, c'était fabuleux. Ouais. Pour de vrai, je le recommande pour de vrai. Ouais. Oui, c'était extraordinaire. Puis j'ai rencontré Chris, qu'on exact, connaît mutuellement, exact. qu'on parlait. Mais non, pour de vrai, quelle belle expérience. Puis j'ai failli pas le faire. Ils m'ont appelé, En plus. je pense 3 fois là, pour essayer de me convaincre. Mais tu sais, quand ils m'ont dit c'est une télé-réalité, j'ai fait c'est sûr. pas mon genre. Non, surtout Puis avec ton finalement, ordre, ouais, non, c'est ça, avec mon ordre. Puis finalement, non, je regrette pas. Ils te prennent en charge. Puis pour de vrai, c'est une des téléréalités où j'ai l'impression qu'ils essaient de nous mettre à notre meilleur. Parce que 24/7, pour de vrai, il y en a des passes que j'étais comme, j'espère qu'ils le mettront pas. Puis, tu sais, ils les ont pas mis. Parce que je peux pas être à mon meilleur tout le temps. Puis pour de vrai, j'ai trouvé la production extraordinaire. J'ai trouvé les gens qui ont participé aussi, tu sais, un don de soi exemplaire, super intéressant. Puis j'ai pas toffé longtemps, mais j'ai adoré. Pour de vrai, un grand merci à tout le monde. Ça va être un événement marquant pour mon enfant intérieur sûr, à télé-réalité. Puis en plus, l'endroit où ce que vous étiez, c'était tellement beau. Là. C'était magnifique. Le Rouville Campbell. C'était tellement beau, ça. J'avais été là, tranche de vie, j'avais été là, mes parents, pour un souper, je pense que c'était l'anniversaire de quelqu'un. C'était absolument magnifique. Là. C'est beau comme endroit. Là. Ah oui, puis toute la région autour, hein, nos missions, on les faisait toutes autour, je veux dire. OK, vous étiez pas tous tout le temps dans le château? Non, ben pour les missions, on allait ailleurs, oui. tu sais, pour être dans une forêt ou quoi que ce soit. Quand j'ai été enterré vivant, c'était pas dans la cour. mais c'est ça, on a vraiment un beau petit coin de pays, quand même assez proche de Montréal. Ouais. Tellement. Eh bien, Mathieu, un gros merci. Hey, merci à toi. À la prochaine, parce qu'on se revoit bientôt. Oui, on se revoit. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment, vraiment intéressant. Ouais? Bon, tant mieux. Excellent. Ça a duré? 1h30. Ah ouais, quand même. C'était... Honnêtement, là...